Panama, avril 1990. Des parachutistes de la 82e Airborne procèdent à la plus importante opération aéroportée jamais lancée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les affrontements seront meurtriers, mais il aurait été davantage si les Navy Seals, les nageurs de combat de l'armée américaine, n'avaient préparé le terrain. Ils subiront de lourdes pertes, proportionnellement plus lourdes que celles de toute autre unité. C'est leur lot, celui des troupes d'avant-garde de l'US Navy. Force d'élite, les Navy Seals. Avant la Deuxième Guerre mondiale, la vie quotidienne était presque monotone sur les navires de la marine de guerre américaine. Les tumultes qui ravageaient le vieux continent semblaient bien lointains. La flotte de l'Atlantique ne quittait guère sa rade de Norfolk en Virginie, et celle du Pacifique ancrée à Pearl Harbor vivait en toute quiétude aux antipodes de l'Europe en guerre. Le seul adversaire potentiel était le Japon. Mais cette menace ne pouvait être qu'aérienne, et nul ne voulait imaginer que des avions embarqués puissent frapper à des milliers de kilomètres de leur base. Plus simplement, les Américains considéraient qu'une puissance asiatique était incapable de défier leur pays réputé invincible. La surprise fut d'autant plus grande le 7 décembre 1941. L'Amérique bascula brusquement dans la guerre. 3 jours après Pearl Harbor, Hitler déclarait la guerre aux États-Unis et se rangeait officiellement aux côtés des Japonais. Les Britanniques ne pouvaient qu'être soulagés. En cette fin de 1941, la Grande-Bretagne était au bord de la rupture. Trop peu d'hommes, pas assez de navires, plus de ravitaillement. Churchill était persuadé de longue date que seule l'entrée en guerre des États-Unis pouvait laisser espérer une victoire des Alliés. Les Japonais volaient néanmoins de victoire en victoire. Ils conquirent les îles de Guam, de Wake ainsi que les Philippines. L'US Navy avait subi de terribles pertes. Elle ne pouvait que s'efforcer de limiter l'assaut ennemi. Elle y parvint à la bataille de Midway, qui marqua un coup d'arrêt dans le succès des Japonais. Les pertes furent importantes des deux côtés, mais les Japonais conservaient le contrôle de la plus grande partie du Pacifique. Construisant des milliers de navires et d'avions, entraînant des millions d'hommes, l'Amérique était lancée dans une course contre la montre. Le président Roosevelt savait qu'il lui faudrait des mois pour lancer son pays dans la bataille de manière efficace. Américains et Britanniques étaient incapables de vaincre simultanément sur 2 fronts. Ils décidèrent d'en finir en priorité avec l'Allemagne. Tandis que les États-Unis allaient déployer une partie de leurs navires et toute leur infanterie de marine pour contenir les forces japonaises dans le Pacifique, les alliés occidentaux planifiaient ensemble l'attaque contre les forces allemandes. Dès le début de 1942, submergés par les offensives allemandes, les soviétiques imploraient qu'on leur prête main forte. Les alliés d'Europe occidentale, encore sous le choc des premiers mois de la guerre, et les Américains, insuffisamment équipés, réagirent avec la plus extrême prudence en limitant leur premier assaut à l'Afrique du Nord, tenu par l'armée française aux ordres du gouvernement de Vichy. L'opération fut baptisée Torche.
Elle était particulièrement délicate. Il était impératif que les pertes soient réduites au minimum, non seulement pour des raisons évidemment humaines et stratégiques, mais aussi psychologiques. Ce premier débarquement devait à tout prix être couronné d'un plein succès. Les Alliés ne prévoyaient pas de se trouver confrontés à une défense acharnée, mais ils souhaitaient ne prendre aucun risque. Pour préparer le terrain, ils firent appel à quelques experts de la marine américaine qui avaient fait leurs preuves déjà à Pearl Harbor. Ces hommes, spécialisés en démolition sous-marine, furent chargés de faire sauter une estacade flottante qui barrait le port de Casablanca. En novembre 1942, ils remplirent parfaitement leur mission, ouvrant la voie très rapidement à l'armée de Patton, première force américaine à s'engager massivement dans la guerre sur le front africain. Ces hommes méritent de figurer dans l'histoire comme les précurseurs des actuels Navy Seals. Leur efficacité sur ces plages d'Afrique du Nord allait inciter l'armée américaine à constituer de nouvelles unités. Trop tard, cependant, pour en faire bénéficier leurs camarades du corps des Marines engagés dans les opérations du Pacifique. Ceux qui débarquèrent sur l'atoll de Tarawa furent pris au piège des récifs. Ce fut une hécatombe. Lourdement chargés, les Marines se noyèrent par centaines, et des centaines d'autres tombèrent sous les balles des Japonais. Ce désastre persuada les stratèges du département de la guerre d'organiser des équipes de reconnaissance capables de repérer les meilleurs endroits de débarquement et d'éliminer les obstacles destinés à freiner la progression des troupes d'assaut. On pressa l'US Navy de former ce type d'unité dans la perspective du grand assaut en Europe. L'état-major de la marine réfléchissait à de nouveaux groupes de démolition constitués de volontaires, ingénieurs et experts en explosifs. On attendait d'eux qu'ils facilitent l'invasion de la Sicile. Le 10 juillet 1943, le débarquement sur les côtes siciliennes se déroula dans des conditions extrêmement difficiles. Les équipes de démolition étaient supposées neutraliser les obstacles éparpillés sur les plages. Mais l'aviation et l'artillerie germano-italienne ayant endommagé un grand nombre de barges de débarquement alliées, ils durent écarter ces épaves des voies d'accès avant de s'attaquer aux objectifs qui leur avaient d'abord été désignés. Ils démontrèrent à cette occasion leur aptitude à s'adapter en pleine action à une modification fondamentale de leur mission. L'expérience acquise en Sicile fut mise à profit par la création aux États-Unis d'un centre de formation spécialisé dans ce type d'opération, et d'où sortirent bientôt de nouvelles unités spéciales baptisées CDU pour Combat Demolition Units. À la base de l'entraînement, des exercices intensifs d'endurance, ponctués par une semaine dite de motivation, au cours de laquelle les hommes étaient poussés aux extrêmes limites de leur résistance physique et mentale. On ne retenait que ceux qui s'avéraient capables de dépasser à la fois la douleur, l'épuisement et la tension nerveuse. Une semaine d'enfer qui constitue aujourd'hui encore l'ultime étape de l'entraînement des Navy Seals. À l'époque, on considérait une telle épreuve comme le minimum de ce qu'un combattant de cette nature devait être capable d'affronter. Pour le reste, l'instruction portait surtout sur les techniques de déblaiement des plages. Curieusement, la nage sous-marine n'était pas encore considérée comme essentielle. Les équipements de plongée étaient élémentaires et on attendait simplement des hommes qu'ils soient capables de nager sur quelques centaines de mètres.
La priorité était de dégager les voies de débarquement. Il fallait être capable de diriger une petite embarcation et de l'amener jusqu'à la côte pour y neutraliser les obstacles semés par l'ennemi. Un entraînement éprouvant et dangereux, mais indispensable en fonction des risques qu'impliquait ce genre de mission. À l'issue de leur formation, les volontaires étaient généralement mutés en Angleterre dans l'attente de l'assaut final. Le débarquement en Normandie fut la plus grande opération amphibie jamais tentée. L'engagement d'un demi-million d'hommes en un temps record sur quelques kilomètres de plage. Eisenhower n'ignorait pas que les premières heures de l'attaque seraient décisives. En cas d'échec, des mois auraient été nécessaires pour préparer une nouvelle invasion. Des mois qu'Hitler n'aurait pas manqué de mettre à profit pour renforcer ses positions. La Kriegsmarine restait capable de redoutables sursauts. Les scientifiques allemands continuaient de faire des progrès plus rapides dans la mise au point de fusées et d'avions de conception révolutionnaire. Les Alliés ne pouvaient se permettre aucun risque. Lorsque vint le moment de traverser la Manche, les unités de démolition étaient aux avant-gardes, chargées de dégager les abords des côtes pour permettre aux barges de débarquement d'y accéder. Elles avaient également pour mission de paralyser les ouvrages les plus menaçants du mur de l'Atlantique. Immenses boucliers de béton qu'Hitler avait fait construire par des ouvriers réquisitionnés en Europe occupée. Les unités allemandes n'étaient pas moins déterminées que celles des armées alliées. Elles avaient travaillé inlassablement à ancrer des mines et des barrières anti-chars aux abords des plages. Les plus redoutables de ces dispositifs étaient constitués de portiques métalliques reliés à un réseau d'engins explosifs. De taille à stopper un char ou une embarcation amphibie, ils étaient disposés de manière à permettre aux mitrailleuses allemandes de tirer à travers leur structure. Leur élimination figurait parmi les missions prioritaires des groupes CDU. Les équipes de démolition procédèrent à la destruction de la plupart de ces défenses en utilisant une gamme d'explosifs, encore en usage aujourd'hui, spécialement conçue par le lieutenant Karl Gensen. Les équipes CDU effectuèrent parfaitement leur travail, mais en subissant les pertes très sévères qu'avait prévu l'état-major allié. L'armée allemande n'avait rien perdu de son efficacité. Elle fit des ravages dans les rangs des premières unités débarquées. Les temps étaient impitoyables. Les nazis n'ignoraient pas que cette bataille-là serait décisive. Les 550 hommes des CDU subirent plus de 50% de pertes. Certaines de leurs équipes furent pratiquement anéanties. Mais elles contribuèrent pour beaucoup à ouvrir à l'infanterie alliée les voies des plages et celles du pays tout entier.